Et ça a pas mal d'impact aussi sur notre travail et ça a aussi des impacts sur la ville. C'est pour ça qu'on voulait aussi vous amener à avoir une réflexion sur quelles solutions on peut trouver sur la ville tous ensemble. J'avais pris 2-3 chiffres rapides encore aujourd'hui, là je vais faire très court. Tout à l'heure on a parlé du jour du dépassement avec notre esprit de surconsommation. Et aujourd'hui, c'était hier, le 5 mars, c'était le jour du dérèglement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, on a des objectifs de neutralité carbone à 2050 avec la conférence de Paris, la COP. Et en fait, depuis hier, on a consommé tout le carbone, on a émis tout le carbone qu'on devait émettre sur l'année 2020. Voilà. Donc tout ce qu'on va émettre à partir d'aujourd'hui, c'est cadeau pour le réchauffement climatique. Donc forcément, on voit bien le travail qu'il y a à faire. Et j'avais un autre chiffre, celui-là il était intéressant au niveau local pour nous, c'était que 50% des leviers d'action contre le dérèglement climatique se trouvent au niveau local. Au niveau des actions qu'on peut faire concrètement tous ensemble sur une localité, que ce soit les agriculteurs, les politiques, etc. Donc ça peut être l'agriculture, le transport, l'aménagement, etc. Donc c'est pour ça qu'on avait parlé de ça. Les marchés qu'on peut passer avec les agriculteurs. Et pour faire plus rapide, je squeeze un peu, sur raccourci. Sur les impacts qu'on a pu discuter, nous avec tous, on a bien conscience aujourd'hui, les impacts du réchauffement climatique, nous on les ressent déjà en fait. Le réchauffement climatique, c'est pas demain, mais c'est aujourd'hui, et depuis, on dirait que moi je suis à ça depuis 3 ans, et je pense que depuis 3 ans, on est bien rentré dedans comme il faut. On le voit bien, la première année c'était une canicule, la deuxième année c'était une canicule et un petit coup de chaud au mois d'août. Et l'année dernière, on a pris 3 canicules, une juin, une juillet, une août. Par exemple, moi, typiquement, dans mon go maraîchage, juin, c'est pile poil le moment où les plantes, elles ont besoin d'avoir une qualité d'hygrométrie et puis des chaleurs relatives pour continuer à pousser. Mon haricot vert, ils ont fleuri en plein mois, mes séries vont fleurir en plein mois de juin. En 2 jours, arrosage ou pas arrosage, et toutes les fleurs en grillé. Donc le carré, il est enlevé, puis on recommence. Et évidemment, à chaque fois, j'en ai replanté un, à chaque fois qu'il a fleuri, à chaque fois il a fait chaud, donc il y a haricot vert, terminé. Mais voilà, c'est des contraintes directes, et là vous pouvez arroser, pas arroser, il n'y a pas de. Il fait tellement 40 degrés en plein soleil que la fleur brûle et puis c'est réglé. Donc on s'est bien rendu compte qu'on va avoir des excès d'eau extrêmement importants. Alors je pense que le réchauffement climatique qui va être là-dedans, c'est qu'on va avoir des excès partout. C'est que tout va être en excès. Dès qu'on aura de l'eau, là-bas, on va avoir 1000 mm. Dès qu'on aura de la chaleur, on aura Canberra. Il nous prévoit Canberra en 2040 à Paris. Donc voilà, c'est des températures à 48. Et puis on a un autre problème aussi qui me paraît important aussi d'avoir en tête. On est dans une zone qui est extrêmement tempétueuse. Et ça c'est quelque chose moi qu'on ne parle pas beaucoup pour l'instant, mais qui va avoir un impact important chez nous. Il faut savoir rapidement qu'une tempête elle se nourrit de la chaleur des océans. Plus l'océan est chaud, plus la tempête se creuse, plus les pressions sont basses et plus les vents sont forts et les hygrométries importantes. Et comme nous on est en première ligne, parce que généralement ils arrivent soit par la Bretagne, soit par le Golfe de Gascogne, et on les prend, boum, pleine figure. C'est pour ça qu'on a eu Klaus, Cynthia, etc. Donc on est en deuxième ligne quand même, parce que c'est ceux qui sont sur la côte qui prennent. Ouais, mais on est très près. Si on perd 10 km/h de vent sur 240, ça va pas nous changer grand-chose. Et puis la mer va peut-être venir d'ici peu, alors peut-être qu'il y aura la plage, la Meluire bientôt. Donc voilà, donc ça c'est aussi un aspect, je n'entendrai pas plus long, j'avais peut-être encore un peu plus, mais voilà. Et puis voilà, dernier point qu'on voulait aussi parler, et ça c'est... Et du coup, parler peut-être rapidement, mais un sujet qu'on aura abordé, qui va poser des problèmes politiquement là, sur la ville de Fontenay, mais qui est plus général sur le Vendée, c'est justement la submersion marine. On a été voir à plusieurs colistiers, on a été voir la conférence du professeur Chaumillon là-dessus, qui est un spécialiste de la sédimentation des marais. Il travaille sur la baie d'Henriette, Brouage, le marais vive et la baie d'Aiguillon. Il est spécialiste de la sédimentation des marais et des déversements au niveau de la mer. Et on a eu une discussion, un échange, la conférence d'ailleurs vous amène à aller la voir si un jour vous en fait une dans le coin. Peut-être qu'on pourrait le faire venir à Fontenay, c'est intéressant. Et lui, il est très ouvert à la solution justement d'accepter que le marais fasse une zone tampon. Voilà, il imagine bien le problème que ça pose aujourd'hui avec tous les gens qui ont colonisé depuis des décennies la zone du marais, que ce soit par l'élevage et l'agriculture et par aussi les habitants qui y vivent. Mais de toute manière, il est bien conscient, et il faut qu'on le soit tous, que la submersion marine est inéluctable. La mer, elle monte, et déjà, on ne pourra rien y faire. Sachant qu'ils se sont amusés, je ne sais pas si tu avais vu là. Ah mais si, toute la petite zone en bleu, là, qu'on voit derrière, ils se sont amusés à faire passer un petit avion avec un petit sonar,
Et en fait, toute la zone qui est en bleu, qui est prévue d'avoir des submersions plus tard, hein, ce ne sera pas demain, hein, ne vous inquiétez pas, c'est du long terme. Mais c'est déjà une zone qui est actuellement entre 0 et moins 3 mètres au niveau de la mer. Alors dans sa globalité, hein, il y a toujours des pics. Hein. Mais voilà, actuellement, on est déjà en dessous du niveau de la mer, cette zone. Donc forcément, à chaque centimètre d'eau qui va monter est un risque de plus de faire des choses. Alors après, il y a toujours la solution de faire des grands digues qui coûtent des milliards et qu'on va tous payer avec notre gentille taxe GEMAPI sur nos factures d'eau. Mais évidemment, ça pose aussi la question de comment aménager nos villes, nous qui sommes un peu en extrémité de cette zone-là. Savoir, parce qu'un jour, en 2050 ou 2060 ou 2070, suivant les évolutions, comment nous adapter nos villes pour accueillir ces gens, parce qu'il va y avoir forcément des déplacements de population anticipés, et quand on voit la longueur du temps politique, il faudra commencer à y réfléchir. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait parler de cette carte, parce qu'à Fontenay, on aura forcément des évolutions politiques à avancer. Ouais, mais là, c'est un peu ce qui est en train d'inonder en ce moment. Hein. Là, on est dedans. Hein. Effectivement, c'est ce qui était prévu. Ça, si je vous dis qu'elle a été prévue pour 2100, cette carte, et qu'on l'a aujourd'hui, voilà, on fait un petit bilan. Ça retrouve le bloc des pitons historiques. Hein. Voilà, ça va reprendre sa place. Il a fini sa conférence par nous dire qu'on finirait par être célèbre. Voilà. Mais c'est pas pour des bonnes après, voilà, je vous propose rapidement de faire un petit question, débat. Ah oui, ça c'est le PPRI, ça c'est autre chose. Hein. C'est les parties qui sont inondables et interdites à la construction. Plan risque d'inondation. Voilà. Qui est à revoir, parce que du coup, celui-là. Et la petite notion quand même rapide, c'est quand même que le cœur de Fontenay est construit en zone inondable. Ça n'empêche pas la mairie de vouloir... Ah, mais ça n'empêche pas la mairie de vouloir faire des projets de lotissement dans des zones inondables encore aujourd'hui.